Alors que le Liban observe aujourd'hui une journée de deuil national, une journée très meurtrière, on va revenir évidemment sur ce qui s'est passé dans un premier temps hier, des éléments d'information qui nous parviennent depuis. Bonjour Julie Dingeloff, grand reporter à France 24, vous connaissez bien le Liban pour vous y être rendu à plusieurs reprises. Vous étiez il y a encore une dizaine de jours à Beyrouth et dans d'autres régions du pays. Vous avez joint plusieurs de vos contacts et c'est vrai qu'aujourd'hui on s'attelle à comprendre qui a été visé. Beaucoup de civils visiblement. Beaucoup de civils et beaucoup de questions. Dès hier soir, évidemment, je me suis enquérée de savoir comment allaient mes amis, mes contacts, les personnes que j'ai pu interviewer au Liban, que ce soit des secouristes, des médecins, des enseignants, des journalistes, pour savoir comment ils avaient vécu cette journée. Je vous le rappelle, une centaine de bombardements au moins en l'espace de 10 minutes, notamment sur la capitale Beyrouth. Et les personnes avec lesquelles je me suis entretenue hier soir m'ont tous parlé en décrivant un terme, le chaos. Il faut bien s'imaginer qu'ils se sont réveillés hier matin en se disant que peut-être le Liban faisait partie d'un accord de cessez-le-feu. Je dis peut-être parce que les Libanais étaient assez convaincus, et pour en avoir discuté beaucoup avec eux, que Israël allait continuer les bombardements si un cessez-le-feu avait lieu avec l'Iran. Ce que me décrivent les personnes avec lesquelles j'ai pu parler, c'est qu'ils étaient à leur travail, dans leur voiture, et que tout d'un coup, eh bien, ils ont entendu le grondement des bombardements, comme si, je cite une femme avec laquelle je me suis entretenue hier soir, comme si Beyrouth nous tombait sur la tête. Tout à l'heure, j'ai pu m'entretenir avec une avocate qui me dit qu'elle a 55 ans, elle habite non loin de la résidence de Nabi Berri, donc elle était persuadée qu'il est le président du Parlement, qui est donc persuadée d'être en sécurité dans le quartier où elle habitait, et elle m'explique qu'il y a une première frappe à 100 mètres, une deuxième à 200 mètres, une troisième à 300 mètres, et puis finalement une frappe à 50 mètres. Elle me décrit la paranoïa dans laquelle ils vivent aujourd'hui, à savoir qu'ils sont toujours avec un petit sac avec leur passeport sur la main, qu'ils dorment tout habillés quand ils parviennent à dormir, que plus personne n'est en sécurité nulle part, que les frappes ont eu lieu sans avertissement, ce qui évidemment les inquiète beaucoup. La paranoïa aussi du fait qu'ils ne veulent plus louer des appartements vacants dans leur immeuble pour des déplacés, notamment de peur qu'il y ait des infiltrations du Hezbollah, qui ne laisse plus entrer les livreurs chez eux, le fait qu'ils ne peuvent plus travailler, qu'elle ne peut plus venir ses employés au sein de son cabinet d'avocat, et qu'elle est très très inquiète pour l'avenir, elle qui a connu la guerre en 82, en 2006, en 2024 et j'en passe. Elle me dit que cette journée d'hier est très probablement la pire qu'elle ait eu à vivre, et ça c'est des mots que j'ai entendus de la part de nombreuses personnes. Voilà, alors que les Libanais sont habitués à ces images de guerre et à ces frappes ces dernières décennies, des frappes massives qui ont conduit au bilan qu'on est encore en train de réactualiser en direct aujourd'hui. 203 morts, plus de 2000 blessés. La situation dans les hôpitaux est très complexe. Oui, lorsque j'étais en reportage au Liban avec Amar Al-Medawi et Claire Pacalin, on s'est notamment rendu dans différents hôpitaux. On a fait des reportages avec des secouristes. Je me suis entretenue avec notamment des secouristes de Nabatieh, cette grande ville du sud Liban, qui, je vous le rappelle, fait partie de cette zone décrétée d'évacuation par l'armée israélienne, donc zone rouge. Et ce que m'expliquent les secouristes avec lesquels j'ai pu parler, c'est que, pensant au cessez-le-feu, beaucoup de gens qui sont déplacés, je vous rappelle qu'il y a plus d'1 million de déplacés au Liban, ont décidé de rentrer dans le sud du Liban, dans cette zone d'évacuation, pensant être en sécurité. Et que c'est à ce moment-là que les bombardements ont commencé, et que donc certaines personnes ont été bombardées alors qu'ils venaient de rentrer chez eux. J'ai pu m'entretenir aussi avec la directrice de l'hôpital de Nabatieh que j'avais rencontrée sur place, qui me décrit de nombreuses victimes civiles, des dizaines de blessés, me dit-elle, une dizaine de morts, une jeune fille de 13 ans, une jeune fille de 8 ans, une jeune fille de 16 ans, brûlée à 50%, qui est aujourd'hui entre la vie et la mort. Et j'ai pu également m'entretenir avec Médecins sans frontières, et vous allez écouter le témoignage du docteur Tien Minh Dinh, qui est chef des urgences d'un hôpital de Tyr, une autre grande ville du sud. Elle nous décrit donc ces déplacements de population vers le sud et cet afflux de blessés. Écoutez. Une famille est arrivée à l'hôpital après que leur maison a été bombardée quelques heures seulement après le retour. Nous avons soigné des sœurs dont les corps étaient criblés d'éclats d'obus. Il y avait une fillette de 7 ans, transie de froid. Elle pleurait, elle hurlait et appelait ses parents. Elle avait de profondes blessures au visage, à l'œil et au cuir chevelu. Et dans l'après-midi, les bombes ont continué à tomber autour de nous, faisant trembler les murs des hôpitaux. Et les corps ont continué à affluer dans l'établissement.
Médecins sans frontières qui a publié un communiqué hier dénonçant des attaques contre des civils, des attaques continues, je le cite, et dénoncer les déplacements forcés de population comme un crime de guerre qui doit cesser. On entend aussi dans ces témoignages que la situation est particulièrement compliquée dans le sud du pays, qui, je le rappelle, a été décrétée quand même zone rouge par l'armée israélienne. Oui, tout à fait. Toute cette zone dans laquelle nous avons beaucoup travaillé avec l'équipe de France 24 et les équipes précédentes et qui nous ont succédé également. Il faut bien s'imaginer que ce qu'on a pu constater sur place, c'était que les déplacements vers le sud étaient très compliqués, notamment du fait du bombardement des ponts et qui ont continué ces derniers jours encore. J'ai pu m'entretenir avec Vincent Gelot qui travaille pour l'ONG Chrétiens d'Orient et qu'on avait rencontré sur place, qui vient notamment en aide aux populations qui sont restées dans le sud et notamment avec la frontière avec Israël. Il faut bien s'imaginer que qui dit bombardement de ponts, qui dit bombardement de routes, dit que ces convois sont très compliqués à acheminer. Notamment, c'est très compliqué aujourd'hui d'amener de la nourriture, d'amener de l'essence pour les générateurs. Et il nous décrivait qu'hier, il se trouvait sur la route, qu'il a été bloqué au milieu des bombardements, qu'il a senti les souffles des bombardements autour de lui, qu'ils ont dû rebrousser chemin, qu'il a pu voir à ce moment-là, notamment tout le monde qui quittait la capitale Beyrouth suite à ces bombardements. Il nous décrivait aussi la difficulté qu'il avait aujourd'hui, lui qui, depuis le début de cette guerre, approvisionne ses populations restées dans le sud pour acheminer des biens de première nécessité, de l'eau, de la nourriture, de l'essence, je vous le disais. Et il se disait très inquiet et lui également condamnait ces frappes sur des infrastructures civiles.